Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. La schnouf. Où est-elle? Dans les ailes arrière. Bang. Et l'or? Le pare-choc avant et le pare-choc arrière, le tout évidemment recouvert de chrome. Bon, les bijoux de Balbec, diamant, émeraude, rubis, dans la batterie. Double fond en bakélite, parfaitement raccordé à la pièce. Et ce plan génial, messieurs, est signé Saroyan. Et le Yukon-kun, il est aussi dans la batterie? Non, monsieur. Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 52e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et je vous invite une nouvelle fois à repartir au siècle dernier, plus précisément en 1965, année de la sortie de l'un des plus gros succès du cinéma français. Une comédie devenue culte avec en haut de l'affiche le duo le plus bankable des années 60. Le film dont je vais vous parler, c'est bien sûr Le Cornio de Gérard Houry avec Bourvil et Louis de Funès. Plus fort que James Bond, plus fort que Mary Poppins et plus fort que le gendarme de Funès lui-même, le duo comique écrase tout sur son passage cette année-là avec ce film qui réunit encore et toujours des millions de téléspectateurs à chacune de ses diffusions. Pourtant, Le Cornio n'a pas été un film facile à faire, malgré et surtout à cause de la présence en haut de l'affiche de deux des plus grandes stars françaises de l'époque. Avant d'en parler, pour ceux qui seraient passés à côté, Le Cornio, ça raconte quoi ? Après avoir réduit en miettes la voiture d'Antoine Maréchal, un petit commerçant en route pour les vacances, l'homme d'affaires Léopold Saroyan va profiter de la naïveté de Maréchal pour lui demander d'emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie de bijoux et de drogue. Après une traversée de l'Italie pleine de péripéties, Maréchal arrive à la frontière et va découvrir la vérité sur la voiture et comprendre qu'il a été pris pour un cornio. De Naples à Bordeaux. Oh, c'est un joli voyage, ça. Eh bien, ce joli voyage, monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire. Oh, ben dites donc. L'Italie, vue d'une Cadillac, ça doit être quelque chose. Bien heureux. Ah, je vais prendre un petit scotch. Je peux? Non, la bouteille est là, vous faites Hein? la bouteille est là. Ah. Pour raconter l'histoire du Cornio, il faut remonter jusqu'en l'année 1939. Celle pendant laquelle le jeune Gérard Houry intègre la prestigieuse Comédie Française à l'âge de 20 ans, après avoir suivi les cours du théâtre de René Simon et ceux du conservatoire. Mais rapidement, la guerre éclate. Le jeune comédien doit fuir en zone libre afin d'échapper aux mesures antisémites du régime de Vichy. À Marseille, il fait la connaissance de Rému avec qui il sympathise et qui lui obtient en 1942 un tout petit rôle dans le film Les Petits Riens, aux côtés également de Fernandel. Le souper est prêt. Il y avait tellement de fleurs, j'en ai fait mettre beaucoup sur le balcon. L'atmosphère était respirable. Les cadeaux sont là. Vous avez les billets de chemin de fer? Oui, monsieur. Voilà. Des wagons-lits communicants, n'est-ce pas? Communicants, oui, monsieur. Deux singles. Deux singles, merci. À la fin de la guerre, Gérard Houry revient à Paris pour suivre sa carrière de jeune comédien. Pendant plus de 10 ans, il va enchaîner les seconds rôles au cinéma tout en poursuivant une carrière prometteuse au théâtre. En 1957, il écrit son premier scénario pour le cinéaste André Cayatte, celui du Miroir à deux faces. Dans ce film, Bourvil partage l'affiche avec celle qui deviendra par la suite la compagne de longue date de Gérard Houry, Michèle Morgan. C'est en effet sur ce film dans lequel le futur réalisateur tient également un second rôle que Houry et Morgan vont avoir le coup de foudre l'un pour l'autre après s'être croisés 20 ans auparavant. Et nous nous sommes rencontrés au cours Simon, mais nous sommes croisés, si j'ose dire. Moi, je suis arrivé au cours Simon, Michel venait, je crois, de tourner Gribouille. Elle y revenait une fois de temps en temps. Je l'ai aperçue, d'ailleurs, dans un éblouissement. J'ai vu une ravissante créature. Je me dis, mon Dieu, qu'elle est belle. J'avais, moi, à ce moment-là, je crois, 17 ans et demi ou 18 ans. Alors, je l'ai regardée avec des grands yeux comme ça, puis je suis rentré dans la foule anonyme des élèves. Et un an après, je suis rentré au conservatoire et nous sommes restés beaucoup d'années sans nous rencontrer. Et encore que moi, je l'ai vu au cinéma comme tout le monde. Rapidement, le comédien ne se sent pas très à l'aise de vivre dans l'ombre de l'une des plus grandes stars de l'époque. Les deux amants n'ont pas encore officialisé leur liaison et Houry a peur de ne pas éblouir la grande Morgan et de la perdre. Alors fini les petits rôles, il décide de passer derrière la caméra.
En 1960, il tourne son premier film, La Main Chaude, une comédie dramatique avec Masha Merrill en tête d'affiche. Mais descendu par la critique, ce premier long est également un échec public. Si Ouri vit mal ce revers, il ne se laisse pas pour autant abattre, bien décidé également à faire mentir tous ceux qui ne lui promettent aucun avenir derrière la caméra. Le néo-cinéaste se remet donc rapidement en selle, réalisant 2 nouveaux films coup sur coup, La Menace et Le Crime ne paie pas. 2 thrillers qui, sans atteindre des sommets, attireront tout de même plus de 1 million de spectateurs chacun. Hello? Allô, monsieur Marseille? Vous êtes un de ses amis? Voilà. You are American? Non, je suis anglais. Ah bon, this is Eugène. The barman at the Blue Bar, at the Porte d'Auteuil. Oui, I am telephoning about Madame Marseille. Encore un scotch, Eugène? Non. Excusez-moi, il faut que tu sois raisonnable. Allô, she is dans un terrible état. Oui, you have to come tout de suite. Oui, compris? Blue Bar, jawohl. Yes, right. Sur le tournage du Crime ne paie pas, Gérard Houry retrouve une vieille connaissance. Une vieille connaissance qui va l'aider à changer le cours de sa jeune carrière de cinéaste. Ce vieux camarade, c'est Louis de Funès. Louis a joué pour la première fois sous ma direction. C'est-à-dire que Louis n'est même pas au générique du film. Il a fait un cachet à l'époque. C'était quoi, Louis? Le rôle d'un barman. Ouais. Et c'est au cours de vous savez, on ne sait jamais quand une journée est importante dans votre vie. Et ça a été une journée très importante pour moi, cette journée-là. Non pas parce que nous tournions pour la première fois ensemble, on ne s'en rendait pas compte, mais simplement parce que c'était la seule scène comique du film, que je l'avais écrit sur un coin du bar en décor naturel dans lequel nous nous trouvions, et qu'à l'heure du déjeuner de production, nous nous trouvions tous ensemble. Louis m'a dit, mais dis donc toi, pourquoi tu tournes des films dramatiques? Je dis, ben, toi tu es doué pour les films comiques. Je lui dis, t'es fou, quoi, pourquoi? Il dit, oui, parce que tu ris. C'est la première fois que je voyais un réalisateur rire vraiment à des choses comiques. Mais rire aux larmes, se mettre le mouchoir dans la bouche et foutre la commande du coin. Je me regardais de loin, ils sont retournés pour ne pas rater la prise. Et là, j'ai eu l'idée du corneau qui était une idée en fait dérivée de l'affaire Angèle-Vin. Angèle-Vin était un présentateur à la télévision, un des premiers présentateurs, dans une émission qu'il faisait avec Jacques Chaban et Roger Ferral. Et puis ce garçon est parti pour les États-Unis. Et ce qui a paru bizarre aux Américains, c'est qu'il partait pour New York en embarquant sur un bateau une énorme voiture américaine. Ça a paru bizarre, et puis à l'arrivée à New York, on a ouvert cette voiture, on a découvert toute une cargaison d'héroïne. Alors, il a dit qu'il ne savait pas, qu'il était innocent, était-il coupable, j'en sais rien. Il a trinqué de 5 ans de prison. En attendant, moi je me suis dit que c'était un sujet formidable, ce type que je considérais comme un corneau, et qui n'était pas au courant du trésor qu'il trimbalait. Si cette histoire vous dit quelque chose, c'est normal. En effet, ce même fait divers sera repris quelques années plus tard par William Friedkin pour dresser le portrait des 2 flics qui ont arrêté Angèle-Vin dans French Connection. Mais revenons au corneau. Pour incarner le couillon qui va transporter la Cadillac de Naples à Bordeaux, Gérard Houry pense immédiatement à Bourvil. Les 2 hommes se connaissent bien et ont tissé une belle amitié depuis le tournage du Miroir à 2 faces. Oui, c'est probablement, Bourvil est un des meilleurs hommes qui m'était été donné de rencontrer. C'était un homme vertueux dans le sens presque antique du mot, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait faire le bien autour de lui, qui ne le disait pas. On s'est aperçu après qu'il soit parti qu'il avait aidé tellement et tellement de gens financièrement, il fallait qu'il partage. C'est rare, c'est très rare. Autre choix d'acteur qui lui paraît évident, celui de Louis de Funès pour endosser le costume de la fripouille qui manipule le couillon. L'acteur avait justement demandé à son ami Houry de lui écrire un jour le rôle d'un salopard. Et puis ça tombe bien, les 2 acteurs ont envie depuis un moment de retravailler ensemble. Ils acceptent donc sans rechigner la proposition de Gérard Houry avant même que le scénario ne soit achevé. Je me présente, de Funès. Le Bourvil. Ça va, oui. Ça va. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film, là? Oui. Oui. Moi, j'ai quelques bons trucs, je crois que... Hein, qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai quelques bons trucs. Ah oui. Ça n'a pas l'air de tellement vous emballer, quand même. Hein? Oui. Je disais que ça n'avait pas tellement l'air de vous emballer. Et ben voilà. Et vous, moi ça va. Vous faites rien, vous? Non, rien. Là, Rien. Vous jouez sobre. Non, je m'en vais là-bas. Maintenant, je m'en vais. Vous jouez sobre. Voilà. Alors, voilà, bonjour chez vous. Merci.
L'accord des deux hommes en poche, Gérard Houry voit grand, imaginant une production ambitieuse en décor naturel et en couleurs. Le cinéaste va alors proposer à son ami Alain Poiret, patron de la Gaumont, de produire le film. Mais ce dernier montre quelques réticences, comme s'en souvient Daniel Thompson, fille et scénariste de la majorité des films de Gérard Houry. Le Cornio est arrivé à un moment où les comédies étaient quand même des films qui pouvaient d'ailleurs être très réussis et très drôles, mais dans lequel justement le souci esthétique n'était quand même pas la préoccupation principale du metteur en scène, c'était l'efficacité, la drôlerie, les acteurs, l'histoire. Mais dans le Cornio, qu'il avait donc proposé à son grand ami Alain Poiret, qui est resté d'ailleurs son grand ami jusqu'au bout, et ces deux hommes s'adoraient. Mais une comédie, pourquoi le faire en couleur? Et puis finalement, c'est quand même mieux de le faire en Espagne que de le faire en Italie, parce que ça coûtera moins cher. Et là, il y a eu une sorte de désillusion, et l'histoire est qu'il est sorti du bureau de son ami Alain, qui avait essayé de récupérer le film, mais de le tourner avec une économie disons plus modeste, et voilà, et puis qui était l'homme de la Gaumont et qui travaillait pour cette société, qui défendait bien sûr les intérêts de la Gaumont. Et il est sorti de là un peu désorienté, parce qu'en fait ce film-là, alors que les 3 films précédents il les avait tournés en noir et blanc, ce film-là il voulait la couleur, il voulait l'Italie, pas l'Espagne. Donc il a voulu faire ce film autrement qu'une petite comédie rigolote. Donc il est parti de ce bureau qui était rue Christophe Colomb, il est descendu dans l'avenue Georges V et il est tombé sur Robert Dorfman, qu'il connaissait bien parce qu'il avait tourné comme acteur dans des films que Robert Dorfman avait produits en Italie, où il avait joué Napoléon et enfin vraiment des rôles pour gagner sa vie. Mais enfin c'était des amis. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je sors du bureau de la Gaumont et j'ai un projet, mais je suis un peu embêté parce qu'ils veulent pas le faire comme je veux. Et voilà. Et là, l'affaire s'est conclue devant le Fouquet's, où Robert Dorfman lui a dit mais moi ça m'intéresse et je pense qu'il faut le faire comme tu le penses. Avec la complicité de Marcel Julien, auteur et scénariste notamment pour Henri Verneuil et Gérard Lautner, Houry va imaginer tout un tas de péripéties qui vont survenir lors de ce long voyage entre Naples et Bordeaux. Je m'appelle Ursula Lamp-Dorschausenberger. Oh, c'est pas facile à retenir ça. Vous m'appelez? Mais vous aussi, vous m'appelez beaucoup, monsieur. Merci. Moi, je suis Antoine Toucourt. Alors, en avant, monsieur Toucourt. Ah ben ça commence bien. Pour compléter le casting, Houry va faire appel à quelques vieux complices de Bourvil et de Funès, notamment Guy Grosso et Michel Modo, déjà présents dans Le Gendarme de Saint-Tropez sorti la même année. On retrouve également Valentino Valentini, un habitué des comédies italiennes dans le rôle du Bègue. Plan est signé Royan. Un champion Mario. Dis donc, je les aurais pas volés mes 10%. Quand? Attends que j'ai fauché la Cadillac. C'est pas Gagnac, c'est pourri, ça, des Soriens. C'est du tout cuit. Quand tu verras le Cornio qu'ils ont engagé pour trimballer leur trésor... Tu es au courant? De rien. Oh mec, j'espère qu'on sera pas obligé de les dérouiller? Non, de les descendre à la chasse. On dira aussi bien les faisans que les pigeons, hein. À la veille du tournage, tous les voyants sont donc au vert pour Gérard Houry. Un budget confortable, 2 grands acteurs avec lesquels il s'entend à merveille, bref, tout laisse augurer un tournage idyllique. Et pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Avant même le début du tournage, le budget explose déjà. Le régisseur adjoint Gérard Cronier alerte immédiatement le producteur Robert Dorfman que l'acheminement du matériel de tournage va coûter plus cher que prévu. Moi, je devais emmener en Italie les voitures de tournage et les camionnettes, parce qu'à l'époque, la douane, c'était plus compliqué que maintenant. Les camionnettes étaient blindées au départ de Paris, plombées. On passait la douane à Menton, elles étaient déplombées pour faire ensuite l'Italie, puis on avait les documents, etc. Donc moi, je conduisais la petite décapotable rouge, je m'étais gâteux. Il y avait la Jaguar verte et 4 camionnettes de machinerie et de matériel électrique. Moi, je fais un petit compte entre les hôtels, l'essence, machin.
Je fais mon petit compte et puis je vais le voir. 3-4 jours après, je lui dis, bah, Monsieur Dorfman, ça va faire tant. Il me dit, où je trouve ça? Je lui dis, attendez, moi si j'ai pas ça, je peux pas descendre. Et il nous a amené ça dans un papier journal. Il a été le jouer dans un cercle qui est autour des Champs-Élysées, qui est fermé maintenant, rue de Presbourg. Il jouait beaucoup là. Il a été chercher l'argent du début du film pour payer les transports des camionnettes et des voitures. Et il nous a apporté ça dans un paquet journal. À l'époque, on ne finançait pas les films comme aujourd'hui, en ayant l'argent d'avance avec les télévisions, etc., etc. C'était l'argent de sa société, c'était son argent, et ça a été rock'n'roll tout ce tournage. Mais il protégeait son metteur en scène et il croyait au film et voilà. Mais enfin, je sais que il y a eu de grands moments d'angoisse, de découragement, de questions. Et bon, c'était un travail bien sûr monumental, mais enfin tous les films le sont. Mais voilà, tout ça, quand on sait après ce qui s'est passé, ça fait sourire. Mais sur le moment, c'était quand même extrêmement dur. Le tournage débute donc à la date prévue en Italie le 31 août 1964. Mais de nouveaux problèmes ne tardent pas à arriver. À Naples, malgré l'obtention de toutes les autorisations nécessaires octroyées par la mairie pour tourner dans toute la ville, l'équipe a rapidement la visite de la Camorra, la mafia locale qui réclame une taxe supplémentaire pour laisser le tournage se poursuivre. Dorfman n'a bien sûr pas d'autre choix que de sortir la monnaie. Quand on se pense à ce qu'on peut raconter sur les Napolitains, eh ben moi, je dirais partout combien vous êtes honnête. Che bravo, quello che diceva anch'io. Allez, au revoir. Arrivederci. E buon viaggio. Buon viaggio. Le 8 septembre, le fils du premier assistant Serge Valin, de son vrai nom Maurice de Mester, crache la fameuse Jaguar verte dans laquelle voyage Louis de Funès tout au long du film. Conséquence, il faut réorganiser le planning de tournage en attendant qu'une nouvelle voiture soit livrée. Les prises de vue de nombreuses scènes tournées avec De Funès doivent donc être décalées de 15 jours. 15 jours pendant lesquels l'équipe travaille donc quasi exclusivement avec Bourvil. Un soir, pendant la projection des rushs, De Funès vit mal cette attente et de voir qu'il n'apparaît sur aucune des scènes tournées. Il sort de là, muet, comme pouvait l'être Louis, extrêmement, tout à coup, renfermé sur lui-même, sa femme la même chose. Et il rentre à l'hôtel, et puis le soir, il frappe dans la chambre de mon père, il avait le scénario, et il avait fait des grands traits, ou rouges ou jaunes, je ne me souviens plus, sur le scénario, avec le nombre de répliques qu'avait Bourvil et le nombre de répliques qu'il avait lui, il y en avait beaucoup moins. Et donc, il lui a dit, voilà, je vais être bouffé par l'autre, c'est dégueulasse, je n'existe pas dans ce film, enfin bon. Et en plus, il a derrière lui sa femme, qui est toujours en train de lui dire, mais dis donc, pourquoi toi, Bourvil, il a 3 plans et toi t'en as que 2 Elle n'arrête pas de faire ça. Jeanne de Funès, qui est en quelque sorte son agent, pousse en effet son mari à réclamer à Gérard Houry une mise en valeur plus prononcée, surtout par rapport à Bourvil. Le cinéaste tente de lui expliquer qu'il apparaît autant que l'autre à l'écran, mais rien n'y fait. Louis de Funès décide alors de faire la grève du masque, c'est-à-dire qu'il n'accepte de jouer que ce qui est écrit et n'ajoutera rien à son personnage. Houry doit alors trouver une solution. Pendant la nuit qui suit cette crise de jalousie, le cinéaste va alors écrire 2 nouvelles scènes pour De Funès. 2 scènes qui restent finalement parmi les plus réussies du film. La première est celle du garage, une scène muette dans laquelle l'acteur répare avec vigueur la Cadillac au son de la tarentelle de la danse de Rossini. La seconde, c'est la fameuse scène de la douche, quasi muette elle aussi, dans laquelle De Funès se fait draguer par un bellâtre interprété par le catcheur Robert Duranton. Malgré cette accumulation de problèmes à gérer, Gérard Houry ne se démoralise jamais. L'homme ayant un caractère à toute épreuve, comme s'en souvient Pierre Richard, qui a travaillé avec lui sur La Carapate et sur Le coup du parapluie. Houry me faisait penser à mon personnage dans Les Malheurs d'Alfred. C'est-à-dire qu'il a tellement l'habitude d'avoir des malheurs qu'en fin de compte, il passe outre.
N'importe qui ferait oh, on décompte. Vous savez ce qui m'est arrivé? Eh ben lui, vous savez pas ce qui m'est arrivé. J'ai encore pris un truc sur la tête. Ah, mais c'est incroyable. Et c'était ça, Horry. Parce qu'il avait une joie de vivre énorme, Gérard. Il avait une espèce de... Quand il tournait, c'était comme un gosse en récréation. Ça l'amusait, tout ça. Seulement, il arrivait toujours des trucs. À quelques semaines de la fin du tournage, toute l'équipe est de retour à Paris pour quelques extérieurs et les prises de vue en studio. Mais les caisses sont malheureusement vides. Le producteur Robert Dorfman est alors obligé de faire une annonce à toute l'équipe. Une annonce dont se souviennent parfaitement Gérard Cronier et Jean Piochot, régisseurs sur le film d'Horry. Quand on est arrivé en studio à Paris, un jour, Robert Dorfman a rassemblé toute l'équipe sur le plateau. Et il a dit, voilà, ce que je vais vous dire ne concerne pas ni les stagiaires, ni les adjoints. Donc, je n'étais pas concerné. Dorfman nous dit, je suis très ennuyé. J'ai de quoi payer, je vais payer, si vous voulez, les habilleuses, les petits personnels, mais les autres, je ne peux pas. Alors, je vais vous faire une lettre. Il reste à peu près 3 semaines de tournage. Je ne peux pas vous les payer. Mais je vous fais une lettre qu'à la sortie du film, vous serez payé. Tout le monde a accepté, sauf le plus gros salaire. Et le plus gros salaire avait un agent, c'était le chef opérateur, et il a dit non, moi je vais vous me payer. On n'avait pas apprécié ça. Et puis d'ailleurs, les gens ont bien fait d'y accepter, parce que le film a été un tel succès qu'il ne s'est pas contenté de leur donner ce qu'il leur devait. Ah oui. Il a majoré, il a appliqué un pourcentage. Ah oui, non, c'était un seigneur. Le 7 décembre 1964, le tournage est sur le point de s'achever. Il ne reste plus que la fameuse scène d'introduction à tourner, celle dans laquelle la Rolls de De Funès réduit en miettes la 2 chevaux de Bourvil. Une scène difficile qui a nécessité un gros travail de préparation, car devant être tournée en une seule prise. Pierre Durin, en charge des effets spéciaux, a tout d'abord découpé la 2 chevaux en 250 morceaux, puis l'a réassemblée à l'aide de crochets. La voiture a également été équipée de boulons explosifs qui vont découper les crochets au moment voulu et disloquer la 2 chevaux. Heureusement pour Horry, tout se passe comme prévu et le cinéaste signe là l'une des scènes cultes du cinéma populaire français. C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, le plus vrai. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Alors moi, je suis pressé, voilà. Voilà, voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! M'en fous! Pour composer la bande originale du film, Gérard Horry fait appel à un musicien pour qui il voue une véritable admiration, Georges Delerue. Un compositeur à la carrière immense qui a notamment travaillé pour Truffaut et De Broca, mais également pour Oliver Stone et Norman Jewison. Vous savez, je pense que la musique des films est une chose très importante. Je pense que si le cinéma avait existé il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, je pense que les grands musiciens auraient fait de la musique de film. C'est, en tout cas, à mon avis, la musique du film a été faite par Georges Delerue, que j'estime être un très, très, très grand musicien. Et c'est un grand musicien à 1000 points de vue. C'est-à-dire que c'est un homme qui met son immense talent au service d'une histoire avec une très grande humilité, une très grande honnêteté, qui la souligne, qui l'aide. Mais tout d'un coup, son talent éclate. Moi, je suis persuadé que certaines scènes de mon film n'auraient pas leur valeur sans la musique de Delerue en contrepoint. Il y a la musique de Delerue, et puis il y a aussi... Puis il y a celle de Rossini. Rossini. Je crois que pour Delerue, c'est un bon... Je pense un bon compère, voisinage. un bon voisinage. Avant la sortie du film et malgré quelques tensions vécues sur le tournage, Bourvil a tenu à faire un cadeau à Louis de Funès, qui n'a pas encore à cette époque le statut de l'acteur normand. À cette époque, il acceptait que je sois au-dessus du titre avec lui. Et ça, c'était très touchant, ça m'a fait très plaisir, parce que vous savez, si on ne veut pas vous mettre au-dessus du titre, on ne vous met pas. Alors qu'à ce moment-là, Bourvil aurait pu prétendre être seul au-dessus du titre. Bien sûr, très gentiment, il a accepté. C'est très difficile pour un... Comme à l'époque, à une époque avant, par exemple, Jean Marais, Milette de Montjoie avait accepté dans Les Fantomas.
C'est très Et ça difficile. m'a donné un bon coup d'épaule pour mon métier. Le Cornio sort sur les écrans français le 24 mars 1965 et connaît un véritable raz-de-marée de spectateurs dans les salles. Au final, le film cumulera plus de 11 700 000 entrées, loin devant Goldfinger et Opération Tonnerre, deux James Bond sortis cette année-là, devançant également Mary Poppins et Le Gendarme de Saint-Tropez, qui réunira tout de même plus de 5 millions de spectateurs. Si le public fait un véritable triomphe au Cornio, ce n'est pas vraiment le cas de certains critiques comme ceux du Masque et la Plume qui rivalisent de méchanceté pour descendre le film de Houry. D'un côté, vous avez Louis de Funès, qui fait son numéro d'écureuil cousitique. De l'autre côté, vous avez Bourvil, qui fait son numéro de Normand de Meuret. Bon. Devant Bourvil, Louis de Funès fait du son Funès. Devant de Funès, Bourvil fait du son Bourvil. On arrive naturellement à la catastrophe, qui est le film de Gérard Houry. Bon. Le scénario est imbécile et débile. Les talents de metteur en scène de M. Gérard Houry, pour moi, restent perdus dans un mystère profond. Bon. Sa nullité de dialogue, il se saute à l'oreille. Bon, direction d'acteur, on n'en parle pas, étant donné qu'il a lancé Louis de Funès sur un rail, Bourvil sur un autre rail. De temps en temps, ça se rend compte. Je vous dis que le résultat était absolument extraordinaire. C'est un film qui m'a mis dans un tel état de fureur que si j'avais rencontré quelqu'un à la porte, et particulièrement le metteur en scène, je crois que je serais en ce moment en prison. Bon. Je trouve surtout scandaleux qu'une critique de cinéma, enfin qui est tout de même consciente, ose faire cette espèce de baroud d'honneur pour un film qui, pour moi, représente le vomi du cinéma français, se complaisant dans sa bassesse avec une satisfaction jubilante. Merci Jean-Louis Heureusement, le temps et le public de toute génération leur ont donné et leur donnent encore toujours tort. Tant le Cornio continue de fédérer petits et grands devant les écrans à chaque diffusion à la télévision. Une comédie sans autre prétention que de nous faire rire et nous divertir, portée par deux acteurs au jeu parfois outrés certes, mais qui n'en sont pas moins formidables. Dites donc, pendant que je vous ai là, moi je foutu dans un drôle de pétrin, vous, hein. Mais je vous en sortirai, je vous le garantis. Oh là là. Non, mais moi je ne suis pas inquiet, puisque je suis innocent. Puis au fond, je vous en veux pas parce que... Quel voyage, hein. Et ça compte dans la vie d'un homme, ça, hein. Mais dites, mais vous êtes... Non, ils n'entendent pas, ils peuvent pas entendre. Hein? Vous allez toucher les 100 millions. 100 les 100 millions, millions, la prime d'assurance du Kun-Kun. Non, mais regardez, le Kun-Kun. C'est vous qui l'avez trouvé? Ah bah oui. Bon, il y avait des témoins. Oh, plein, oui. Bon, alors, vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Kun-Kun. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Hein? Mais dites, 100 millions. Hein? Non, faut se méfier. Dis-moi, les 100 millions, oui. Vous allez les avoir. Bon, qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas, il n'y avait pas eu le temps. Bon, dites, vous avez confiance en moi? Non, écoutez, vous avez confiance en moi? Oui, écoutez, vous avez confiance en moi, là? Oui. Hein? Oui. Bon, alors. Non, on peut gagner de l'argent avec ça. Pour conclure et n'en déplaise aux pisse-vinaigre d'hier et d'aujourd'hui, rien ni personne n'enlèvera le fait que Gérard Houry reste et restera celui qui nous a donné quelques autres de nos plus grands films populaires, comme La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs ou Les Aventures de Rabbi Jacob. Voilà, c'était Max pour cet épisode consacré au Cornio. Tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.